Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Objectif 2200. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons regarder la partie qui m'a opposé à l'un des meilleurs joueurs de l'équipe d'Argenton-sur-Creuse dans le cadre d'une partie de la Coupe de France. J'ai nommé Pascal Acoury, classé 1819 feed au moment où la partie a été jouée. Alors avant de commencer, il faut savoir que Pascal et moi, nous nous connaissons depuis de très nombreuses années. Il m'a vu tout petit, il m'a vu grandir, il m'a vu évoluer échéquellement parlant. Il a toujours été un joueur assez fort de mémoire. Il est passé feed aux alentours de 2000 quand il fallait être 2000 pour être feed. Il a donc toujours eu cette aura de joueur fort et solide. Même encore aujourd'hui, quand je vois que je suis mieux classé, eh bien j'ai toujours du mal à l'affronter et encore plus de mal à le battre. C'est pour ça que je le considère comme étant l'une de mes bêtes noires. Dans le cadre de cette partie, j'ai les blancs et j'ai décidé de faire quelque chose de totalement différent par rapport à d'habitude. D'habitude, j'essaye de compliquer la position, j'essaye de tactifier au maximum, essayer de le pousser dans ses derniers retranchements. J'ai décidé de faire l'exact inverse. J'ai décidé de jouer de manière très propre et positionnelle, un peu comme s'il s'affrontait lui-même. J'ai donc décidé d'ouvrir avec cavalier F3. Je sais pertinemment, de par son répertoire, qu'il ne jouerait pas du C5, qu'il ne jouerait pas du E6. C'est un joueur de carocane, un joueur de slave, il va rester dans ses patterns habituels. Il répond par D5, C4. Je transpose dans une rétie qui pourrait également co-transposer dans une anglaise, attaque Keres. Bon, ça va être un peu compliqué pour jouer E5, ça peut transposer dans une slave, dans une semi-slave, dans pas mal de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais favoriser l'attaque sur les flancs plutôt que l'attaque frontale. C6, G3. Même s'il a créé une belle barrière, un doigt partant de B7 allant jusqu'en D5 qui contrôle les cases blanches, et ça va fortement impacter la diagonale de mon fou placée en fianchetto, eh bien je décide tout de même d'utiliser cette diagonale. Pourquoi? Parce que je pense que je vais pouvoir jouer un système de type dragon, avec du D3, peut-être même rechercher la poussée E4, mais je ne veux pas stabiliser le centre tout de suite, et je veux mettre la pression sur case blanche, tout comme lui. Cavalier F6, fou G2, fou F5, contestant la case E4, préparant un éventuel échange en B1, pardon. L'échange en B1 pourrait être intéressant dans le cadre d'une opposition fermée ou semi-ouverte, et ça donnerait ainsi une majorité pour le camp qui ne posséderait pas la paire de fous, en l'occurrence les noirs. Admettons qu'il y ait du petit roc, fou prend cavalier, tour prend E6, la totalité des pièces noires, des pièces mineures noires pourraient circuler sur case noire, tandis que les blancs n'auraient que 2 pièces mineures pour jouer sur case noire, donc 3 pièces contre 2, ce qui crée une domination. Si les pions noirs restent sur case blanche, les pièces noires vont pouvoir circuler plus librement, et malgré la présence de ma paire de fous, qui est une bonne chose dans l'absolu, eh bien je ne pourrai pas l'utiliser à très court terme. C'est donc une possibilité pour mon adversaire, et j'accepte de rentrer dans cette configuration. Mais il ne le fait pas. Il décide de jouer du E6, transposant dans une structure de type semi-slave. Et là, je décide de jouer du Dame B3. C'est une idée que j'avais vue quelques jours avant dans une partie de Magnus Carlsen, où Dame B3, Dame B6, D3, les blancs laissent volontiers la création d'une structure légèrement déformée, à savoir des pions doublés sur la colonne B, ouvrant partiellement la colonne A et offrant donc la colonne semi-ouverte aux blancs. J'avais vu cette idée et je voulais la tester. Mon adversaire répond par Dame B6, bien entendu. D3, ce qui me permet de protéger le pion C4. En cas de prise, je ne suis pas obligé de reprendre avec la dame, bien que ce soit une idée plus ou moins valable.
ça me donnerait une majorité centrale face à une majorité à l'aile dame. Mais en cas de prise, j'avais plutôt envisagé la reprise avec le pion. Je dois avouer que j'avais plutôt envisagé ça. Et mon idée de base, c'était de jouer du fou E3. Fou E3 pour attaquer la dame, pour essayer de la titiller, peut-être pour forcer la création, enfin la modification de la structure de pion ou un échange de dames. Cavalier BD7 a été joué. Fou E3 tout de suite, et là nous avons une sorte de carrefour théorique. En effet, Dame prend B3 a été joué, mais je pense que c'est une erreur. Peut-être que Fou C5 est plus intéressant. En effet, en cas de Fou prend, Cavalier prend, Dame C3, menaçant peut-être du B4, menaçant aussi préparant une éventuelle poussée D4 C5. La Dame est plutôt bien placée, mais le Cavalier C5 l'est tout autant. Peut-être que je n'aurais pas pris en C5, peut-être que j'aurais poussé du D4. Ce qui enlève un contrôle de la case E4, attaque le fou, fou E7, dame, C5 attaquant la dame, en cas de prise, reprise avec le pion A, et c'est plutôt agréable à jouer pour les blancs. Si dame C7 peut être joué avec du fou F4, dame C8 et cavalier C3, en vérité j'ai plus d'espace, mais je n'ai pas de percée libératrice, je n'ai pas pour le moment la poussée E4, je n'ai plus pour le moment B4, B5. C'est assez délicat. J'avais envisagé ça pour mon adversaire et je maintiens même que ça aurait été la meilleure approche. Cavalier C5, là j'avoue, j'avais pensé à du Dame A3. Dame A3 qui complexifie un peu la position, l'idée c'est de clouer de manière multiple le cavalier C5, de préparer la poussée B4, de jouer sur un déséquilibre peut-être avec du cavalier C3, cavalier A4. Je me sentais plutôt confiant là-dessus. Malgré le vis-à-vis Dame fou qui semble dangereux, je n'étais pas inquiet, on va dire. Mais non, mon adversaire a décidé, alors je reviens en arrière, mon adversaire a décidé d'échanger immédiatement les dames. Apprend. Et là, j'étais confiant, je me suis dit, ok, ça semble plutôt tranquille, je n'ai qu'un micro-avantage, mais ça devrait le faire. Je menace le pion A7, donc bien entendu, A6. Cavalier C3, l'idée, en fait, il y a plusieurs idées. Taper un petit peu sur D5. Renforcer une éventuelle poussée E4, pas tout de suite, bien évidemment. Peut-être viser du cavalier A4, cavalier B6, pas tout de suite bien évidemment. Peut-être jouer sur la case B5 avec une éventuelle poussée, mais ça se prépare bien entendu. Peut-être une poussée, alors je vais mettre d'une autre couleur, B4, B5 pour jouer sur le vis-à-vis tour-tour, sur la colonne A. Je me suis dit c'est tranquille. Fou E7. Là, je me suis dit, ok, je ne peux pas forcément jouer à l'aile dame, au centre ça va être délicat, donc il ne me reste que l'aile roi. J'ai terminé mon développement, je suis tranquille, mais je n'ai pas d'avantage concret. Et si j'empêchais mon adversaire de jouer? À défaut d'améliorer ma position, je vais faire en sorte que l'adversaire ne puisse pas améliorer la sienne. Ou alors qu'il ait trop de possibilités ou trop de menaces sous-jacentes. Je réfléchis et je décide de jouer cavalier H4. Cavalier H4, certes cavalier au bord, cavalier mort, mais là, très clairement, je menace de capturer le fou de case blanche, de créer une déstructuration, d'affaiblir D5. Il n'a donc pas le choix. Il recule. H3. Je dois avouer que j'étais particulièrement content de ce petit coup. Mine de rien, on n'a pas l'impression que ça améliore quoi que ce soit, mais ça empêche cavalier G4, qui aurait attaqué alors le fou E3. Le fou E3 est une pièce centrale, je ne vais pas dire la pièce majeure, mais vraiment une pièce centrale de ma position. Je ne veux pas subir d'attaque, et pour le moment, il n'y a pas de menace E5 D4 ou C5 D4. Vu que la poussée du pion E6 ou la poussée du pion C6 affaiblirait de facto le pion D5, qui lui est quand même attaqué 3 fois. Accessoirement,
En ayant joué du H3, je prépare aussi du G4. Je dois faire attention vis-à-vis fou cavalier sur la diagonale E7 H4, mais je sais que j'ai quand même ces possibilités. Mon adversaire aurait pu jouer petit roc. C'est le coup référencé. On est encore dans la théorie, il n'y a plus beaucoup de parties référencées. Mais après petit roc, F4 suivi de cavalier F3 et G4. Quelque chose d'assez expansif, assez intéressant, dangereux bien entendu, mais on est là aussi pour prendre des risques. Mais non, mon adversaire a décidé de prendre en C4. C'est une nouveauté théorique. En tout cas, au moment où la partie a été jouée, selon les bases officielles, c'est une nouveauté théorique. Et je pense que c'est également une imprécision. En effet, mon adversaire vient de se créer volontairement deux îlots de pions. Bon, certes, avec une structure Capablanca qui est très souple, mais je reprends avec le pion B, ce qui délie mes pions. Je n'ai qu'un seul îlot qui est très long, une structure dragon. Et maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul pion sur la colonne B, je vais pouvoir facilement jouer sur la colonne A et la colonne B et préparer la poussée B2, B4, B5. Tour D8, tour FB1. Comme vous pouvez le voir sur la barre d'évaluation à gauche de votre écran, la barre monte petit à petit. On est passé de 0,8 à peu près à 1,3. C'est un avantage plutôt confortable, mais rien n'est gagné. Le placement des tours est relativement atypique, avec la tour A qui est toujours sur sa case d'origine, et la tour B qui vient de F, et qui va soutenir l'avancée du pion. À ce moment-là, j'étais très confiant. Je me disais, t'es peut-être pas gagnant, Jacques, mais t'as à peu près compris la position, et surtout, tu n'as pas joué comme les dernières fois. Ma véritable hantise dans cette partie, c'était de jouer comme dans les précédentes parties, où je jouais vraiment très très mal, où j'essayais de prendre des risques inconsidérés avec de la tactique à tout va. C'était une erreur. Alors je ne parle pas des parties que vous avez pu voir sur la chaîne, je parle de parties qui datent d'il y a des années, où j'avais pu affronter Pascal. Petit roc, cavalier prend G6, H prend G6 et B4. Mon objectif est très clairement affiché, c'est B5. Je veux taper sur B5, enfin, je vais taper avec B5 sur A6 et sur C6. Ce sont mes deux cibles prioritaires, mais ma véritable cible en vérité, c'est B7. B7 qui est quand même dans la ligne de mire du fou G2 en fianchetto. On avait tendance à l'oublier celui-ci. E5, réaction centrale. B5, menaçant de capturer soit A6, soit C6 avec gain de matériel. Prise, reprise avec le pion. Tour C8, et là, je sens qu'il y a quelque chose. Je sens que je suis pas loin de la victoire. Je réfléchis, je me dis, ok, il attaque mon cavalier C3, je dois le protéger. Je vois qu'il y a une tension sur B7. Je vois aussi qu'il y a une tension sur A6. Je peux peut-être donner une pièce pour avoir deux pions en compensation. Ma paire de fous est quand même très forte. Mais j'ai pas forcément envie de complexifier comme la dernière fois. Là, j'avais un petit ange sur mon épaule qui me disait, Jacques, ne fais pas comme les dernières fois. Ne prends pas de risques inutiles. Donc je commence à réfléchir, je mets 5, 10, 15 minutes. Je suis pas en crise de temps, pour une fois, ça se passe plutôt bien. Et je me dis, mais en fait, je crois que je vais gagner. Je crois que je vais devoir jouer avec la paire de fous. Le cavalier est peut-être prenable, je peux peut-être le donner. Je prends donc mon courage à deux mains et je fais B prend A6. Alors évidemment, la barre d'évaluation, elle vient de passer de 3 et quelques à 1,5, donc ce n'est peut-être pas la meilleure approche, mais il y a quand même un facteur psychologique qu'il faut prendre en compte. On joue en équipe. Le résultat est pour l'instant de 0-0, personne n'a gagné. Nous sommes les deux capitaines et puis nous nous connaissons bien. Donc là, je pense que mon adversaire a dû se dire ah, il me donne une pièce, je la prends pas. Après la partie, il s'est avéré qu'il n'a même pas calculé les tenants et les aboutissants de tour prend C3. Il a juste repris en A6 avec le pion B. Mais si vous le voulez bien, nous allons regarder un petit peu ce qui se passe sur tour prend C3. La barre d'évaluation monte immédiatement à 4 points. A7, menaçant A8.
Bien entendu, il peut y avoir un contrôle de la case A8 par le repli de la tour C en C8. Tour prend B7 ou fou prend B7. Fou prend B7 est peut-être plus direct dans le sens où ça attaque la tour et ça contrôle A8, mais il y a un petit piège. Tour prend B7, j'aime bien parce que ça menace tour prend D7, suivi de A8 promotion dame forçant les échanges. Admettons qu'il y ait un coup lambda. Je choisis totalement au hasard, tour F8. Tour prend D7, cavalier prend, A8 promotion dame, tour prend, tour prend, tour prend, fou prend. Alors ce n'est peut-être pas l'approche la plus directe et la meilleure d'un point de vue tactique, mais c'est celle que j'avais calculée. Et au final, je me serais retrouvé avec une majorité centrale, un pion de plus, une meilleure structure et la paire de fous. Plein de micros avantages qui, mis bout à bout, font que la position est agréable à jouer. C'est ce que j'avais calculé. Mon adversaire n'a pas du tout calculé quoi que ce soit en ce qui concerne tour prend C3, il l'a juste repris en A6. Cette fois, je ne peux pas me permettre de laisser le cavalier. J'ai plus de pion, je ne peux plus menacer dame. Donc je fais cavalier D5, attaquant le fou E7, le cavalier F6, proposant un échange, et je continue d'attaquer le pion A6 non protégé. Cavalier prend, fou prend, cavalier F6, fou F3, c'est un placement que j'aime particulièrement, c'est ce que j'appelle le placement en sapin, c'est-à-dire que la colonne ou la rangée où se trouve cavalier et fou, en étant séparés de deux cases, représenterait le tronc d'un arbre, et les cases contrôlées conjointement par les deux pièces représenteraient peu ou prou les branches d'un arbre, d'un conifère, et ici, ça serait un arbre renversé. Le cavalier ne peut donc pas aller sur les cases bleues, le fou non plus, et c'est ici que mon adversaire a décidé d'abandonner au 22e coup. Je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu tôt pour abandonner. Je pense qu'on aurait pu continuer la partie une petite dizaine de coups, mais l'avantage est tel que les Noirs n'ont pas beaucoup eu de jeu durant cette partie, ils n'ont pas forcément voulu rentrer dans des complications tactiques, ou alors n'ont pas voulu jouer une finale inférieure. J'avoue, j'ignore la raison, mais mon adversaire a décidé d'abandonner et j'ai ouvert le score pour moi, mais aussi pour l'équipe. Voilà les amis pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher des commentaires ou un pouce bleu ou à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien au référencement de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.